Un matin glacial de novembre 1984, sur la base aérienne d'Edwards en Californie, un avion de chasse américain se préparait à accomplir l'impossible. Le pilote d'essai vérifia une dernière fois ses instruments, tandis que les ingénieurs retenaient leur souffle. Devant lui s'étendait une piste de seulement 400 mètres, une distance ridiculement courte pour un chasseur supersonique pesant plus de 30 000 kg. Les moteurs rugirent, les tuyères vectorielles s'orientèrent vers le bas, et soudain, l'appareil bondit dans les airs comme propulsé par une catapulte invisible. Ce qui venait de se produire, défiant toute logique aéronautique, ce F-15 modifié venait de réduire sa distance de décollage de 80% par rapport à un Eagle standard. L'Amérique venait de créer son arme secrète contre une menace soviétique bien réelle. Revenons quelques années en arrière pour comprendre pourquoi les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour transformer un chasseur ordinaire en une machine volante extraordinaire. Durant les années 80, la guerre froide atteignait son paroxysme et les stratèges militaires américains perdaient le sommeil face à un scénario cauchemardesque. Les analystes du Pentagone avaient identifié une faille critique dans la défense de l'OTAN. En cas d'offensive soviétique en Europe, les bombardiers et missiles russes frapperaient en priorité les bases aériennes occidentales, détruisant les pistes d'atterrissage et clouant au sol les chasseurs américains avant même qu'ils ne puissent décoller. Les photographies de reconnaissance montraient que l'Union soviétique disposait de milliers de missiles balistiques pointés vers chaque aérodrome de l'OTAN. Une seule salve coordonnée suffirait à transformer les longues pistes en champs de cratères fumants, rendant impossible tout décollage conventionnel. Le commandement de la défense aérospatiale comprit qu'il fallait repenser entièrement la manière dont les chasseurs américains opéraient. Si les pistes traditionnelles devenaient inutilisables, les avions devaient apprendre à décoller depuis des tronçons courts, des routes secondaires, voire des autoroutes. Cette réflexion donna naissance au programme STOL-MTD, une abréviation qui signifiait décollage et atterrissage court avec démonstrateur de technologie de manœuvre. Le laboratoire de dynamique de vol de la division des systèmes aéronautiques de l'US Air Force lança un appel d'offres et McDonnell Douglas remporta le contrat. Leur mission semblait impossible. Transformer un F-15 Eagle, un chasseur conçu pour la suprématie aérienne à haute altitude, en un appareil capable d'opérer depuis des pistes endommagées mesurant à peine quelques centaines de mètres. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut connaître les caractéristiques du F-15 Eagle original. Cet avion de chasse bimoteur tout temps avait été développé au début des années 70 pour remplacer le légendaire F-4 Phantom, utilisé massivement durant la guerre du Vietnam. Quand le conflit prit fin, l'US Navy exigea un nouvel appareil capable de surclasser le récent MiG-25 soviétique, qui impressionnait les services de renseignement occidentaux par ses performances stupéfiantes. Le programme FX fut lancé, et après d'innombrables modifications de conception, McDonnell Douglas présenta un chasseur révolutionnaire qui entra officiellement en service en 1976. L'Eagle possédait un fuselage entièrement métallique, une grande aile en porte-à-faux montée sur les épaules avec une forme delta tronquée et un angle de flèche du bord d'attaque de 45 degrés. Son cockpit offrait une visibilité exceptionnelle grâce à une grande verrière avec un pare-brise monobloc permettant au pilote de dominer le ciel dans toutes les directions. 2 réacteurs turbofans Pratt & Whitney F100 équipés de post-combustion généraient chacun plus de 10 700 kg de poussée, propulsant le F-15 à une vitesse maximale de 2600 km/h en haute altitude et 1480 km/h au niveau de la mer. Avec une capacité de carburant interne dépassant 6000 kg, l'appareil affichait un rayon d'action en combat de 1960 km. Ses dimensions impressionnaient également, avec une longueur totale de 19 mètres, une envergure de près de 13 mètres, une hauteur de 5,5 mètres et un poids maximal au décollage atteignant 30 800 kg. L'armement incluait un canon rotatif M60 et un Vulcan de 20 mm et 9 points d'emport pour missiles Sparrow, Sidewinder, AMRAAM
et autres munitions RR. Depuis son introduction, le F-15 avait accumulé plus de 100 victoires aériennes sans jamais subir une seule perte au combat, un record absolument phénoménal dans l'histoire de l'aviation militaire moderne. Tout a commencé à changer en 1984. Les ingénieurs de McDonnell Douglas savaient qu'ils devaient accomplir quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant avec un chasseur de supériorité aérienne. Transformer un Eagle en avion capable de décoller sur une distance ridiculement courte nécessitait une approche radicalement nouvelle. L'équipe dirigée par les meilleurs aérodynamiciens de la compagnie commença par étudier les technologies de contrôle vectoriel de poussée que la NASA testait depuis plusieurs années. Dès 1975, le Centre de recherche sur l'atterrissage de la NASA avait exploré les tuyères de vectorisation bidimensionnelles. 2 ans plus tard, Langley poursuivit ses recherches en examinant la vectorisation et l'inversion de poussée sur des prototypes F-15. Ces travaux préliminaires allaient servir de fondation pour la transformation la plus audacieuse jamais entreprise sur un chasseur américain. Le concept derrière le système révolutionnaire était brillant dans sa simplicité, mais terrifiant dans son exécution. Au lieu de laisser les gaz d'échappement des réacteurs s'échapper simplement vers l'arrière, les nouvelles tuyères permettaient aux pilotes d'orienter ce flux de poussée colossal jusqu'à 20 degrés vers le haut ou vers le bas. Cette capacité changeait complètement la physique du décollage et de l'atterrissage. Pendant le décollage, le pilote pouvait diriger la poussée vers le bas, créant une force de levage supplémentaire qui soulevait littéralement l'avion dans les airs bien avant qu'il n'atteigne la vitesse normale nécessaire. Les calculs montraient qu'un F-15 standard devait atteindre environ 300 km/h avant de pouvoir décoller, mais avec la vectorisation de poussée, cette vitesse tombait à seulement 68 km/h, une réduction absolument stupéfiante qui défait toutes les conventions aéronautiques établies depuis des décennies. Mais les ingénieurs ne s'arrêtèrent pas là, car le contrôle vectoriel seul ne suffisait pas pour atteindre leurs objectifs ambitieux. En 1988, ils prirent une décision audacieuse qui allait donner au prototype son apparence unique et reconnaissable. L'équipe installa des canards juste devant les ailes traditionnelles du F-15. Ces surfaces horizontales supplémentaires volaient littéralement aux chasseurs F-18 Hornet de la Navy. Ces canards modifiés n'étaient pas de simples ajouts cosmétiques, mais des éléments aérodynamiques cruciaux qui travaillaient en parfaite harmonie avec le système de vectorisation de poussée. Ensemble, ces modifications créaient une synergie incroyable, permettant aux pilotes de contrôler l'appareil d'une manière totalement nouvelle et révolutionnaire. Les premiers essais au sol remplirent les ingénieurs d'une anxiété palpable. Personne ne savait vraiment si toutes ces modifications fonctionneraient ensemble, ou si l'avion deviendrait incontrôlable au moment critique du décollage. Le jour du premier test, les équipes installèrent des caméras haute vitesse tout le long de la piste raccourcie. Les météorologues confirmèrent des conditions parfaites avec un vent quasi nul. Le pilote d'essai monta dans le cockpit après avoir reçu un briefing exhaustif de 3 heures sur les procédures d'urgence. Les moteurs s'allumèrent avec leur rugissement caractéristique et le pilote commença à accélérer progressivement. À mi-course de la piste expérimentale, il activa le système de vectorisation, orientant les tuyères vers le bas, tandis que les canards ajustaient automatiquement leur angle d'attaque. L'effet fut instantané et spectaculaire. Le nez du F-15 se souleva brusquement et l'appareil quitta le sol après avoir parcouru seulement 600 mètres au lieu des 2400 mètres habituels. La réduction de 25% de la distance de décollage représentait déjà un exploit technique remarquable, mais l'atterrissage allait se révéler encore plus impressionnant. Les ingénieurs comprirent que combiner la poussée des moteurs, les canards avant et le contrôle vectoriel créait une capacité de freinage aérodynamique phénoménale. Lors des tests d'atterrissage, le pilote approcha la piste à une vitesse réduite, puis activa simultanément tous les systèmes. Les tuyères pivotèrent vers l'avant, créant une contre-poussée massive, pendant que les canards généraient une résistance aérodynamique supplémentaire. Les roues touchèrent le béton
et l'avion s'arrêta dans un nuage de fumée après avoir roulé seulement 500 mètres. Comparé aux 2300 mètres nécessaires pour un Eagle standard, cette distance représentait une réduction hallucinante de presque 80%. Les observateurs militaires présents ce jour-là restèrent bouche bée devant cette démonstration qui pulvérisait toutes les attentes. Durant les années suivantes, le prototype STOLMTD accumula des centaines d'heures de vol d'essai, prouvant encore et encore ses capacités extraordinaires dans diverses conditions météorologiques et configurations de charge. En 1993, après des années de service au sein de l'US Air Force, le F-15 le plus modifié au monde changea de main et commença un nouveau chapitre de son existence extraordinaire. La NASA récupéra cet appareil unique pour en faire l'élément central d'un programme de recherche encore plus ambitieux baptisé ACTIV, un acronyme signifiant Technologie de contrôle avancée pour véhicules intégrés. Le centre de recherche en vol Dryden, situé dans le désert californien, devint le nouveau domicile de cet Eagle pas comme les autres. L'objectif du programme paraissait simple sur le papier, mais représentait un défi technologique colossal. Développer et démontrer des technologies avancées de contrôle moteur et de vol qui amélioreraient radicalement les capacités opérationnelles des chasseurs de nouvelle génération grâce à des essais en vol et au sol approfondis. Les scientifiques de la NASA décidèrent de conserver la configuration inhabituelle des ailes avec les canards volés au Hornet qui avaient si bien fonctionné durant le programme précédent. Cependant, ils estimèrent que le système de vectorisation bidirectionnelle, limité à 20 degrés, ne suffisait plus pour leurs recherches futures. Les ingénieurs installèrent donc un ensemble complètement nouveau de moteurs Pratt & Whitney F129 accompagnés de tuyères spéciales à balancier appelées Pitchio Balance Beam Nozzles. Ces dispositifs révolutionnaires différaient fondamentalement du système précédent, car ils offraient une liberté totale de mouvement. Contrairement aux tuyères du programme STOL-MTD qui ne pouvaient s'orienter que vers le haut ou vers le bas, ces nouvelles merveilles d'ingénierie pivotaient dans un arc complet de 360 degrés, permettant de rediriger le flux de gaz d'échappement dans n'importe quelle direction imaginable autour de l'axe central. L'appareil reçut également un nez allongé, spécialement conçu pour les essais en vol, équipé de capteurs mesurant l'angle d'attaque et 2 canards supplémentaires positionnés dans la zone d'admission supérieure en avant de l'aile principale. La combinaison de tous ces systèmes créait une plateforme volante absolument unique au monde, transformant le vieux F-15 en un laboratoire aérien capable de tester des concepts qui sembleraient sortis directement de la science-fiction. Les documents officiels de la NASA affirmaient sans ambiguïté que les qualités de vol de cet appareil ACTIV surpassaient largement celles de tous les autres F-15 de production existants. Cette supériorité ne résultait pas d'une amélioration marginale, mais d'un bond technologique gigantesque qui plaçait cet Eagle modifié dans une catégorie complètement à part. Les essais débutèrent en 1995 avec 2 pilotes d'essai chevronnés, Larry Walker et Roger Smith, qui allaient passer les années suivantes à repousser les limites de cette machine extraordinaire. Dès les premiers vols, les résultats dépassèrent toutes les prévisions optimistes des ingénieurs. Les mesures précises montraient que la stabilité à vitesse supersonique s'améliorait d'un facteur de 100% grâce à l'ajout des canards avant. Un doublement complet de la stabilité signifiait que le pilote pouvait effectuer des manœuvres à haute vitesse avec une précision et une confiance impossibles auparavant. L'avion répondait aux commandes avec une délicatesse étonnante, même lorsqu'il franchissait le mur du son, une caractéristique que les pilotes décrivaient comme révolutionnaire et totalement différente de tout ce qu'ils avaient expérimenté durant leur carrière. Tous les points de test des tuyères furent accomplis avec succès et en toute sécurité, sans aucun problème significatif ni danger imprévu. Cette fiabilité remarquable prouvait que le design à balancier constituait une solution efficace et viable pour fournir aux chasseurs modernes une capacité de vectorisation de poussée performante.
Mais les avantages ne s'arrêtaient pas là, car ces caractéristiques mobiles réduisaient également la traînée aérodynamique et augmentaient l'économie de carburant ou le rayon d'action comparé au contrôle aérodynamique conventionnel. Les ingénieurs calculèrent que dans certaines configurations de vol, l'Eagle Active consommait 15% de carburant en moins qu'un F-15 standard pour accomplir la même mission, une économie substantielle qui aurait pu révolutionner les opérations militaires si elle avait été adoptée à grande échelle. Le programme Active testa également d'autres systèmes de vol qui furent ensuite utilisés dans le F-15E Strike Eagle, une variante très employée destinée aux engagements air-sol. La NASA modifia finalement le cockpit de l'appareil d'essai pour qu'il corresponde exactement à celui du Strike Eagle, permettant aux pilotes de s'entraîner sur des systèmes qui seraient déployés opérationnellement. Durant 4 années intenses, Walker et Smith accumulèrent des centaines d'heures de données précieuses, testant des configurations impossibles à simuler en soufflerie ou sur ordinateur. Chaque vol apportait de nouvelles informations sur le comportement des flux d'air, les interactions entre les surfaces de contrôle et les limites réelles de la vectorisation tridimensionnelle de poussée. Le programme se termina officiellement en 1999, après avoir rempli tous ses objectifs. Quelques mois seulement après la clôture du programme Active, les responsables du centre de recherche en vol Dryden lancèrent une initiative encore plus audacieuse qui allait transformer radicalement la relation entre le pilote et sa machine. Fin 1999, une nouvelle ère commença avec le programme IFCS, abréviation de Système de contrôle de vol intelligent, conçu pour explorer les applications possibles de l'intelligence artificielle afin de réduire la charge de travail du pilote après une défaillance des commandes de volume. L'objectif paraissait presque surnaturel: créer un avion capable de se réparer lui-même en plein vol et de compenser automatiquement les dommages structurels ou mécaniques sans intervention humaine. Les concepteurs du programme voulaient prouver que l'intelligence artificielle, combinée à des algorithmes de contrôle ultra-modernes, pouvait produire un logiciel de contrôle auto-guérissant véritablement efficace. Le but ultime visait à aider un pilote à maintenir le contrôle de son appareil dans des conditions extrêmement dangereuses, comme des défaillances mécaniques ou électriques, des collisions en plein vol, des dommages de combat ou même des impacts d'oiseaux inattendus. Imaginez un chasseur touché par un missile ennemi, perdant une partie de son aile ou subissant une panne hydraulique catastrophique en pleine mission. Dans ces situations mortelles, le système IFCS était censé s'adapter instantanément aux dégâts, stabiliser l'avion endommagé et restaurer ses qualités de maniabilité grâce à la technologie d'intelligence artificielle adaptative. Le programme ambitieux mobilisa des ressources considérables et impliqua plusieurs institutions prestigieuses travaillant en collaboration étroite. L'Institut de technologie de Géorgie apporta son expertise en intelligence artificielle. Le centre de recherche Ames de la NASA contribua ses connaissances en systèmes autonomes. L'Institut pour la recherche scientifique fournit ses capacités d'analyse mathématique avancée. Et Boeing Phantom Works mit à disposition ses ingénieurs spécialisés dans les systèmes de contrôle de vol militaire. Cette alliance exceptionnelle de cerveaux brillants concentra ses efforts sur le F-15 Active, qui, une fois de plus, devint le cobaye volant pour cette technologie révolutionnaire d'auto-guérison. L'intelligence artificielle duale du système IFCS se composait de 2 cerveaux électroniques travaillant en tandem parfait. Le premier élément consistait en un réseau neuronal statique pré-entraîné qui fournissait les dérivés aérodynamiques de base de l'avion pour chaque condition de vol. Ce réseau contenait des milliers d'heures de données accumulées durant les programmes précédents, créant une bibliothèque complète du comportement normal de l'Eagle dans toutes les situations imaginables. Le second élément était un réseau neuronal à structure cellulaire dynamique conçu pour être entraîné en ligne par un algorithme d'identification de paramètres qui fournissait des observations des dérivés aérodynamiques réels attendus de l'appareil.
Cette architecture sophistiquée permettait au système de comparer constamment ce qui devrait se passer avec ce qui se passait réellement et d'ajuster les commandes en conséquence. Les ingénieurs programmèrent le système pour détecter instantanément toute divergence entre le comportement prévu et le comportement observé. Si l'avion ne répondait pas comme il le devrait, l'intelligence artificielle concluait qu'un dommage était survenu et commençait immédiatement à calculer des solutions alternatives. Le réseau neuronal dynamique analysait des millions de combinaisons possibles de positions de surface de contrôle, d'angles de tuyères vectorielles et de régimes moteurs pour trouver la configuration optimale permettant de maintenir le vol malgré les dégâts. Ce processus complexe se déroulait en quelques millisecondes seulement, bien plus rapidement qu'aucun pilote humain ne pourrait jamais réagir, même dans les meilleures circonstances. Les tests réels commencèrent avec des simulations progressivement plus dangereuses. Les pilotes d'essai volaient normalement, puis activaient volontairement des pannes programmées pour observer comment le système IFCS réagissait. Lors d'un vol mémorable, l'équipe simula électroniquement une perte complète de la gouverne de profondeur gauche. L'instant suivant, l'avion commença à rouler violemment, mais avant que le pilote ne puisse réagir, l'intelligence artificielle prit le contrôle. Les tuyères vectorielles pivotèrent asymétriquement, les canards avant s'ajustèrent à des angles inhabituels et la gouverne droite restante bougea de manière totalement contre-intuitive. Pourtant, cette combinaison bizarre fonctionna parfaitement et l'appareil se stabilisa miraculeusement en vol horizontal stable. D'autres scénarios testèrent des situations encore plus extrêmes, incluant des pannes multiples simultanées, des dommages structurels sévères et des conditions météorologiques épouvantables. Le système fut testé avec succès et donna à la NASA des informations inestimables sur les systèmes de contrôle de vol adaptatif avancés. Certaines de ces idées furent éventuellement incorporées dans les chasseurs de 5e génération moderne, comme le Lockheed Martin F-35 Lightning II. Le programme IFCS continua jusqu'en 2008, accumulant 9 années supplémentaires de données précieuses sur les capacités d'auto-guérison des systèmes de vol intelligents. Pendant toute cette période, le même F-15 modifié volait encore et encore, défiant les lois de la probabilité en restant opérationnel malgré son âge vénérable et les contraintes extrêmes imposées par des décennies d'expérimentation intensive. Cet appareil unique avait traversé 3 programmes de recherche majeurs, subi d'innombrables modifications structurelles et accumulé plus d'heures de vol d'essai que n'importe quel autre Eagle dans l'histoire de l'aviation américaine. Sa peinture rouge, blanche et bleue caractéristique était devenue un symbole reconnaissable instantanément par tous les passionnés d'aviation qui suivaient les travaux de recherche aérospatiale américaine. Pourtant, malgré toutes ces prouesses technologiques impressionnantes et ces décennies d'innovations révolutionnaires, une réalité brutale s'imposait progressivement aux stratèges militaires et aux décideurs budgétaires. Aucune des technologies extraordinaires développées sur ce prototype ne fut jamais incorporée dans les F-15 de série opérationnelle. Les canards avant restèrent uniques à cet appareil expérimental. Les tuyères vectorielles à 360 degrés ne furent jamais installées sur les Eagles de combat. Le système de contrôle de vol intelligent, avec ses réseaux neuronaux auto-guérissants, demeura confiné au laboratoire de recherche. L'US Air Force continua de déployer des F-15 conventionnels sans aucune de ses capacités STOL, sans vectorisation de poussée et sans intelligence artificielle adaptative. La distance entre les promesses spectaculaires des démonstrations technologiques et la réalité opérationnelle des escadrons de chasse s'avérait être un gouffre infranchissable. Les raisons de cette non-adoption étaient multiples et complexes. Premièrement, les modifications nécessaires pour transformer un Eagle standard en version STOL MTD coûtaient une fortune absolue. Chaque appareil modifié aurait nécessité des millions de dollars d'investissement, des mois de travail en usine et une recertification complète par les autorités aéronautiques militaires. Deuxièmement, la maintenance de ces systèmes complexes présentait un cauchemar logistique.
Les tuyères vectorielles mobiles nécessitaient un entretien constant et des pièces de rechange spécialisées impossibles à trouver dans les dépôts standards. Troisièmement, la formation des pilotes, pour maîtriser ces capacités uniques, aurait exigé des programmes d'entraînement entièrement nouveaux, avec des simulateurs spéciaux et des instructeurs experts. Quatrièmement, la fiabilité demeurait préoccupante, car plus un système est complexe, plus il possède de points de défaillance potentiels susceptibles de transformer un chasseur en cercueil volant. Plus fondamentalement encore, les besoins opérationnels réels de l'US Air Force ne correspondaient tout simplement pas aux capacités offertes par ce prototype extraordinaire. Le scénario apocalyptique d'une attaque soviétique massive contre les bases de l'OTAN ne s'était jamais matérialisé. La guerre froide se termina sans le conflit dévastateur que tout le monde redoutait. Les aérodromes militaires américains et alliés restèrent intacts, leurs longues pistes en parfait état, rendant totalement inutile la capacité de décoller sur 400 mètres seulement. Les commandants d'escadron préféraient largement la simplicité et la fiabilité éprouvée des F-15 conventionnels plutôt que de risquer des pannes exotiques avec des systèmes expérimentaux non testés au combat. Néanmoins, l'héritage du Frankenstein volant transcendait largement son échec commercial et opérationnel immédiat. Les connaissances accumulées durant 20 années d'expérimentation influencèrent profondément la conception des chasseurs de génération suivante. Le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II incorporèrent des concepts directement inspirés par les recherches menées sur ce prototype unique. La vectorisation de poussée du Raptor descendait en ligne directe des tuyères testées sur l'Eagle modifié. Les systèmes de contrôle de vol adaptatif du Lightning II utilisaient des algorithmes dont les ancêtres avaient volé dans le cadre du programme IFCS. Les surfaces de contrôle mobile et les architectures de commande électrique de ces appareils modernes devaient beaucoup aux leçons apprises dans le désert californien. En janvier 2009, par un matin clair et froid rappelant celui de son premier vol extraordinaire 25 ans plus tôt, le F-15 STOL MTD Active effectua son ultime décollage depuis Edwards. Le pilote fit un tour d'honneur au-dessus de la base, salua la tour de contrôle et atterrit une dernière fois. À ce moment précis, cet appareil détenait le record du plus vieux F-15 encore en état de vol dans le monde entier. Les mécaniciens coupèrent définitivement les moteurs et l'avion fut remorqué vers un hangar où il attendrait son destin final, peut-être un musée ou peut-être la ferraille. Cette machine n'avait jamais tiré un seul coup de feu avec colère, n'avait jamais abattu un seul ennemi, n'avait jamais participé à aucun conflit réel. Pourtant, son impact sur l'aviation militaire moderne demeurait indéniable et profond. Si cette histoire du Frankenstein volant vous a fasciné, montrez votre soutien en laissant un like, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits extraordinaires de l'aviation militaire du XXe siècle.